Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain ivoirien qui est auteur de plusieurs livres. Seydou Koné a en effet publié 5 ouvrages dont la plupart ont été traduits en anglais, en espagnol, en portugais. Il vient nous parler de sa pièce de théâtre Le Fils maudit qui raconte l'histoire de Tiako. Tiako, un élève dans un lycée qui va finir par mettre enceinte une fille. Vous voulez en savoir plus? C'est tout à l'heure dans le décryptage. Bonjour Seydou Koné. Bonjour Anissa. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Entre les lignes. Merci. Alors, vous êtes auteur de plusieurs livres, Oui. donc 5 ouvrages, je crois, Oui. 3 pièces de théâtre. 3 pétales. Alors, pourquoi est-ce que vous choisissez d'écrire le théâtre alors qu'on sait très bien que le théâtre se lit de moins en moins et se pratique de moins en moins en Côte d'Ivoire? Merci pour la question. Moi, je ne veux pas m'enfermer dans un seul genre littéraire. Et comme vous le savez, la littérature comprend 3 genres, le roman, le théâtre et la poésie. Non, il y en a beaucoup plus. Hein. Oui, il y en a plus. L'essai, le pamphlet. Mais je me suis spécialisé dans le roman, dans le théâtre et dans la nouvelle. Et j'ai choisi le théâtre pour cette pièce, pour cet ouvrage qui évoque les grossesses en milieu scolaire, parce que je me dis que avec le théâtre, je peux toucher plus le public, parce que le théâtre, c'est un dialogue entre 2 ou plusieurs personnes et il se joue au présent. Donc c'est fait sciemment. Je l'ai fait sciemment en utilisant le théâtre pour écrire Le Fils maudit. Alors pour faire court, cette pièce de théâtre elle met en scène un personnage, Tiako, Oui. qui est élève dans un lycée, je crois bien le lycée Saint-Pierre, c'est un lycée privé, Oui. et qui va mettre enceinte une amie du lycée qui s'appelle Aqua. Oui. Et il va se retrouver rejeté par son père, Oui. évidemment parce qu'il a mis enceinte cette fille-là. Oui. Vous parlez de grossesse en milieu scolaire, c'est bien vrai, mais avant de revenir à cette thématique en particulier, j'aimerais bien savoir, il y a une nouvelle tendance dans la littérature ivoirienne Oui. qui est d'écrire des histoires qui se déroulent dans des lycées. Alors pourquoi vous en particulier? Pourquoi vous décidez d'écrire une pièce de théâtre dont l'intrigue s'ancre dans un lycée? Et comme je l'ai dit, cette pièce de théâtre, c'est une histoire vraie vécue. C'est l'histoire de mon ami de classe en 5e qui avait mis enceinte une fille et son père a refusé de payer ses études. Et après mes recherches, j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, chaque année, il y a il y a entre 3 000 et 5 000 cas de grossesse. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre-là. Ça ne date pas de maintenant, j'ai fait la 5e en 98. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour conscientiser nos petits frères. Parce que j'ai connu beaucoup d'amis qui ont mis enceinte des filles et vous savez que les parents sont carrés dans la tête par le passé. Les parents sont carrés dans la tête. Oui, qu'est-ce que vous entendez par les parents sont carrés dans la tête? Ce que je veux dire, vous savez, aujourd'hui les mentalités ont beaucoup évolué. Par le passé, beaucoup de parents n'étaient pas beaucoup intellectuels et lorsque tu mets une fille enceinte, tu te dis, bon voilà, en plus de toi, tu m'envoies 2 charges, la fille et le bébé à naître. Donc je ne peux pas m'occuper de vous 3, je vais m'occuper de la fille et du bébé. Donc toi, tu arrêtes les études et j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté les études. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre-là vraiment pour conscientiser nos petits frères. C'est pourquoi je ne fais pas que dénoncer. Je donne aussi des solutions pour mettre fin aux grossesses en milieu scolaire. Vous donnez des solutions, c'est vrai, on y reviendra. Mais si on revient à la structure de la pièce elle-même, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de personnages. On a une bonne dizaine de personnages pour une pièce aussi courte. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être pris comme une faiblesse, une occasion d'embrouiller le lecteur ou le spectateur si jamais la pièce est mise en scène? Non, je vous explique pourquoi il y a beaucoup de personnages. Vous savez, il y a 2 styles d'écriture. Par exemple, le livre évoque les grossesses en milieu scolaire. Un auteur peut seulement parler des grossesses en milieu scolaire du début à la fin. Mais moi, en même temps que j'évoque les grossesses en milieu scolaire, j'évoque d'autres thèmes, tels que la drogue, l'homosexualité et autres. On y reviendra, je pense qu'on a tout le temps d'en reparler, mais sur les personnages, sur le nombre, sur la démographie de la pièce de théâtre elle-même, je veux dire, ce nombre, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion ou embrouiller le lecteur? Non, je ne pense pas. Il y a juste une dizaine de personnages, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Et puis certains personnages interviennent juste pour un petit moment. Voilà, je ne pense pas. Mais j'ai utilisé plusieurs personnages parce qu'au-delà du thème principal, qui est les grossesses en milieu scolaire, j'ai évoqué aussi d'autres thèmes. Donc c'est fait sciemment. C'est vrai, vous revenez beaucoup sur ce point. Donc il y a les grossesses en milieu scolaire. Oui. Il y a également la critique du système éducatif ivoirien. Oui. La réforme de l'école. Il y a également l'échec de l'éducation donnée par les parents. On a bien l'impression, en vous lisant, que tous vos personnages sont des moralisateurs. C'est une pièce de théâtre où on ne fait que faire de la morale sur tous les sujets. Non, je ne pense pas. La pièce de théâtre, contrairement au roman, la pièce de théâtre crée un conflit entre 2 ou plusieurs personnages. Et à la fin, il faut réussir à les réconcilier. C'est ça une bonne pièce de théâtre. Vous créez des conflits entre des personnages et à la fin, vous cherchez à les réconcilier.
Donc une pièce de théâtre sans conflit n'est pas une pièce de théâtre. Non, il faut forcément qu'il y ait un Pour conflit. Seydou Kone ou de façon générale? Pour moi, en général. Et les critiques que j'ai lues, et la plupart des critiques que j'ai lues, il faut qu'il y ait un conflit et à la fin, on se réconcilie. Vous comprenez? Voilà. Donc, le thème principal, il engrosse la fille, il est en conflit avec son père, et comme sa mère, elle est maternelle, elle va payer ses études et l'obtention de son baccalauréat va le réconcilier avec son père. Mais au-delà, comme je le dis, moi, j'évoque plusieurs thèmes. Je ne me centre pas seulement sur le thème des grossesses en milieu scolaire. Je vais au-delà parce qu'à la base, même, je suis un écrivain misérabiliste. C'est-à-dire, c'est un auteur qui dépeint Un écrivain misérabiliste. misérabiliste. Voilà, c'est un courant qui a eu du succès au XVIe et au XVIIe siècle en Espagne Et et que en vous France. ressuscitez. Voilà, nous, on dénonce la misère parce que pour nous, là où il y a la misère, il y a la pauvreté. Et même quand vous lisez Le Fils maudit, la plupart des filles qui tombent enceintes, ce n'est pas manque de moyens. Je vous donne un exemple, par exemple. Moi, quand je prends ma ville natale à Yamé, les villages qui sont aux alentours, les filles viennent étudier et à peine le vieux leur donne 15 000 par mois. Elle doit payer sa chambre à 5 000 et elle a besoin de se nourrir. Elle est obligée de sortir avec des professeurs ou bien les jeunes qui se débrouillent. Et c'est ce qui provoque les grossesses en milieu scolaire. On a envie de vous croire, mais d'abord deux choses. Sur la question du conflit dans le théâtre, je ne serais pas très d'accord avec vous, mais on pourra en reparler une autre fois. Parce que je ne crois pas que le conflit soit la seule chose qui permette de définir l'écriture théâtrale. Mais revenons sur la question de la morale. Oui. Je prends le personnage de Tiako, par exemple. Tiako qui passe son temps à réprimander, à critiquer. D'abord à quoi, mais également presque tous ses collègues de classe. Il y a un paradoxe. Tiako, le moralisateur, finit par mettre en scène sa petite amie. Comment est-ce qu'on peut avoir un comportement qu'on jugerait irréprochable et commettre un acte pareil? Mais la perfection n'est pas de ce monde. Seul Dieu est parfait avec les livres saints. Voilà. C'est vrai que Tiako, la grossesse, il a aimé Akua, la grossesse est arrivée, mais dans le fond, il n'est pas mauvais. Il est conscient. Et même quand il met Akuba enceinte, sa mère paye ses études, il prend conscience qu'il doit avoir son baccalauréat. Il doit chercher à travailler, s'occuper de son enfant, il est conscient de cela. Voilà. Donc, on ne peut pas être parfait à 100%. On peut donner des conseils, ce n'est pas forcément qu'il faut donner des conseils et puis être juste à 100%. Il n'y a pas d'homme parfait. Voilà. C'est ce que je veux faire comprendre aux gens. L'homme, il a un côté qui est bon, il a un côté qui est mauvais. L'homme a un côté qui est bon, il a un côté qui est mauvais. Voilà. C'est vrai qu'il moralise ses amis. Un peu trop. Non, pas forcément trop. Parce que la société aujourd'hui, quand vous lisez, j'ai dit que la jeunesse africaine est à l'agonie, elle est sans repère. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur, c'est l'alcool, la cigarette, il n'y a plus de modèle. Nous autres, là, nos parents nous enseignaient certaines valeurs. On nous disait, il faut aller à l'école, il faut chercher à travailler, tu vas construire ta vie. On a été éduqués selon l'islam, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de valeur, j'en ai parlé, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Voilà. Ils sont prêts à vendre leur âme pour avoir de l'argent. Donc c'est pour éduquer, parce que la jeunesse va mal. Et quand vous voyez aujourd'hui, les gens meurent à 20 ans, 30 ans. Nous, on a eu la chance depuis 18 ans, on va au cimetière. Et il n'y a même pas longtemps, je voulais saluer la mémoire de ma mère, Awakone Adja, qui est décédée le 18 décembre. J'étais au cimetière d'Ayamé. Mais quand je regarde, elle est décédée à 81 ans. Mais quand je regarde les tombes autour, les gens sont nés en 2000, 2002. Parce que les jeunes sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Ils pensent que tout se résume à l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je crois comprendre. Donc, voilà. Si on revient à Tiako, oui. C'est un parti pris qui est assumé. Vous avez assumé le fait de créer un personnage qui est paradoxal, qui est ambivalent. Oui, il est paradoxal. Oui, c'est assumé. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait sciemment, il n'a pas voulu avoir d'enfant avec Akua, mais comme une relation entre un homme et une femme, sans préservatif, c'est sûr, c'est fort possible qu'il y ait une grossesse. Sinon, de nature même, il est bon. Il est conscient qu'il doit réussir. Il est conscient qu'il doit aller à l'école. Voilà, ça, de nature, il est bon, mais ça peut arriver dans la vie. Il est conscient qu'il doit aller à l'école. Alors, ça me permet de lire un court extrait de cette pièce de théâtre. Alors, c'est le dialogue, le très beau dialogue entre Tiako et son père Béda. Et Tiako qui va dire à son père, « Je suis ton fils, tu as l'obligation d'assurer mon éducation. Tu as l'obligation d'assurer mon éducation. » Alors, quel commentaire faites-vous de ce propos tenu par Tiako? Je suis d'accord avec son message. Et vous savez, même la sunna du prophète, moi je suis musulman, même la sunna du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit, le prophète l'a dit, la meilleure chose qu'un homme puisse offrir à son enfant, c'est l'éducation. Quand tu fais un enfant, tu es obligé de t'en occuper. Même quand il est en erreur,
Non, il est en erreur, c'est vrai. Il est sur le point d'échouer. Non, il reconnaît son erreur. Il met enceinte une femme. Il reconnaît son erreur. Moi, je vous donne le cas. J'ai mon frère aîné qui a eu un enfant avec une fille lorsqu'il était en terminale. La famille l'a soutenu, il est huissier de justice aujourd'hui. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas reconnu l'erreur. Il a reconnu l'erreur qu'il était en terminale, il a engrossé une fille. Mais la famille l'a soutenu, il a fait ses études, il est huissier de justice aujourd'hui. Sa fille fait une maîtrise en sociologie. Vous comprenez un peu? Voilà, ce n'est pas parce que les enfants font des erreurs qu'il faut les abandonner, parce qu'il faut s'en occuper. Parce que là, s'il l'abandonne, il va devenir une plaie pour la société demain. Voilà, c'est le message que je veux donner aux parents. Ça peut arriver, il faut encourager l'enfant à avoir ses diplômes, à travailler pour pouvoir s'occuper de cet enfant qui est né hors mariage. Très bien. Voilà. Alors, si on prolonge toujours ces réflexions sur cette pièce de théâtre, Oui. On a l'impression parfois que l'auteur que vous êtes caricaturé beaucoup. Oui. On se rapproche même de l'exagération. Oui. Je lis la page 48, c'est Hakim Boni, le personnage qui parle. Oui. Je ne peux pas accepter que des hommes censés apporter la connaissance aux lycéens portent des boucles d'oreilles, des vêtements extravagants au sein de mon lycée. Oui. Est-ce qu'il existe un lycée dans le monde réel dans lequel nous Oui. sommes où les enseignants s'habillent de façon extravagante? Je vais vous dire, moi je suis né à Yamé, peut-être vous connaissez, à 140 km d'Ayamé. J'étais allé faire une conférence là-bas une fois. Et une fois, j'étais étonné, il y a un professeur qui m'a dit qu'il y a eu un contrôle, les inspecteurs sont venus d'Abidjan. Et il y a un professeur qui avait porté une petite boucle d'oreille. Et j'étais choqué. Donc, ce sont ces expériences-là, tout ce que j'entends. Et d'autres avaient porté des jeans batio, comme Enesso Djedje avec les grandes fentes. Les gens se sont plaints. Ils portaient des habits plaqués. Et les inspecteurs leur ont dit, mais c'est vous qui devez donner la connaissance aux enfants. Mais si toi, un professeur, tu portes une boucle d'oreille, quelle éducation peux-tu donner à l'enfant? Parce que l'éducation, c'est d'abord le comportement. La société même, on te juge par ton habillement d'abord. On ne te respecte pas en fonction de ton âge. C'est par ton habillement d'abord, on te respecte. En fait, l'habit fait le moine dans la société. Non, il faut couvrir ton corps. L'habit fait le moine. Pas forcément l'habit, mais il faut s'habiller décemment en fait. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, je remercie la ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez aujourd'hui les lycéennes, là, elles portent des jupes paysannes. Donc ça ne dessine plus pas leur forme. Mais nous, quand on était au lycée, quand je prends de 96 jusqu'en 2000, 2003, c'était autre chose. Hein? Et c'est pas bon. Son rôle, c'est d'éduquer les enfants. C'est pourquoi je demande dans le livre que l'État les sanctionne et qu'il y ait même la prison pour ces enseignants. Très bien, Seydou. Voilà. Là, on va marquer une petite pause. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de poser une question. C'est compris. Place à la question Merci. selfie. Hello, je suis Ange-Ariel Diabaché. J'ai lu votre livre et ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le personnage d'Aqua dit-il que le bar est sataniste? Merci. Merci pour la question. Je pense que l'écrivain, c'est un éveilleur de conscience, c'est aussi un éducateur. Et notre rôle, c'est d'expliquer, d'évoquer ce qui mine notre société. Je pense que les bars ne sont pas recommandés pour nos enfants, nos élèves. Je n'ai rien contre ceux qui pratiquent ces milieux, mais je pense que ce n'est pas recommandé pour nos élèves. Un élève, ce qu'on lui demande, c'est d'aller à l'école. Parce que fréquenter ces milieux pour un élève, c'est toucher à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, à la prostitution. Donc voilà pourquoi je mets l'accent sur les bars. J'incite plutôt mes petits frères à aller à l'école, à avoir leur diplôme et à travailler. Seydou Koné, Oui. y a-t-il quelque chose de positif avec la jeunesse dans cette société ivoirienne? On a bien l'impression que vous êtes une sorte d'écrivain nihiliste. Non, il y a quelque chose de positif. Nous sommes jeunes, je suis un jeune auteur comme vous, nous sommes jeunes, nous sommes conscients. Nous sommes conscients de notre avenir. Ce qu'on veut, on veut des jeunes qui font émerger l'Afrique. Je ne crois pas que vous êtes aussi jeune. Mais je veux dire... Non, mais moi, j'ai écrit mon premier manuscrit à 18 ans. Vous comprenez? Moi, j'ai écrit mon premier manuscrit à 18 ans. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au CM2, on avait fait une dictée tirée, extrait jusqu'au seuil de l'Iriel d'Amadou Koné. Et quand j'arrive à la maison, j'ai dit à ma mère, on a fait une dictée qui a été tirée du test de ton petit frère Amadou Koné. Et ma mère me regarde, j'avais à peine 10 ans. Elle me regarde. Honte à toi si tu ne fais pas mieux que mon petit frère Amadou Koné. Et moi, c'est comme ça qu'elle m'a éduqué. Elle a toujours voulu que je sois meilleur comme son frère. C'est comme ça qu'on a été éduqués. On reviendra à cet héritage, à cette filiation littéraire aussi également. Donc il y a encore des valeurs. Ce que je veux dire, il y a encore des valeurs. Il y a des jeunes, aujourd'hui il y a des jeunes créateurs. Nous avons des jeunes qui créent des applications, qui les mettent en vente dans le monde entier. Il y a des jeunes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Mais en majorité, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. On dira simplement que Seydou Koné n'est pas nihiliste, mais juste critique à l'égard de certaines tares. Je veux une société qui est meilleure. Voilà, je veux une société meilleure, une jeunesse qui prend conscience de son avenir. Voilà, une jeunesse qui pense à se socialiser, à travailler,
à avoir des valeurs morales et spirituelles, une jeunesse qui est vraiment accrochée à Dieu. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire l'école coranique, je sais de quoi je parle. Très bien. On reviendra sur ces questions dans la dernière partie de l'émission. Vous avez parlé de votre filiation avec Amadou Kondé. Oui. Alors ça tombe bien parce qu'entre les lignes également, on essaie de tisser une filiation avec la plupart des grandes plumes, des grandes figures de la littérature ivoirienne, africaine et internationale. Place aux grandes plumes. Marie Ndiaye est née en 1967 à Péchiviers. Marie Ndiaye est auteure dramaturge, scénariste, romancière, écrivaine et autrice de littérature pour la jeunesse. Elle est l'auteure d'une vingtaine de livres, romans, nouvelles, pièces de théâtre. En 2009, elle obtient le prix Goncourt pour son roman « 3 femmes puissantes ». Entre 1985 et 2013, elle publie 23 livres, entre autres Quant aux riches à venir, paru en 1985, Comédie classique en 1987, La femme changée en bûche en 1989, En famille en 1991. Marie Ndiaye, une écrivaine de génie que je suggère à tout le monde de lire impérativement. Seydou Koné, déjà lu Marie Ndiaye? Non, pas encore. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais chercher ses ouvrages pour les lire. Alors, je vous conseille surtout le roman « 3 femmes puissantes ». Elle fait également du théâtre. Hein. C'est compris. Il faut également la lire. Alors, on a parlé de filiation littéraire. Oui. Ce livre, Oui. vous l'avez dédié à Amadou Kondé. Oui, c'est mon oncle. Amadou Kondé, qui est le fameux écrivain, l'auteur des Phrases des Bintou. Phrases des Bintou. Alors, je vous prends au mot et j'ai bien l'impression qu'il y a chez vous une envie de rédupliquer le style d'écriture d'Amadou Kondé. Est-ce vrai de le dire? Non, non. C'est-à-dire que on m'a plusieurs fois posé cette question. Nous n'avons pas le même courant littéraire. Lui, c'est un écrivain didactique. Et vous êtes c'est-à-dire que lui donne des conseils. Moi, je suis didactique. Et moi, je suis misérabiliste. C'est-à-dire que moi, je dénonce la misère. Et nos thèmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Et lui-même, il en parle souvent. Voilà. Certains font la confusion, mais je pense que les critiques, les gens qui vont en profondeur, constatent que nous n'avons pas le même style d'écriture. Très bien, mais cela nous permet tout de même de discuter, de parler de la littérature. Oui, c'est la bonne littérature, voilà. C'est quoi écrire bien. Je vais lire un extrait de la pièce de théâtre, c'est Aqua qui parle. Oui. Elle dit « Je lis la nouvelle Terre ivoirienne du célèbre écrivain ivoirien Amadou Kondé. Oui. C'est un ouvrage passionnant qui nous fait découvrir les richesses culturelles, les sites touristiques, les divers paysages de la Côte d'Ivoire. Cet auteur a marqué la littérature grâce à son style simple, à la qualité de ses textes, à ses intrigues qui vous poussent à verser des larmes. » Alors, style simple, qualité des textes, intrigue, larmoyante, est-ce cela pour vous la bonne recette de la bonne littérature? Je vous explique. Il y a des caractéristiques pour écrire de bons livres. Et aujourd'hui, si vous voulez que votre livre soit traduit, il y a des caractéristiques. Il y a d'abord le titre de l'œuvre. Que le livre soit traduit. Alors, il y a des règles d'écriture pour que le livre ait une chance d'être traduit. Parce que les livres, on les propose à des éditeurs à l'étranger. S'ils sont accrochés, ils vont le traduire. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui permet à un livre d'être un bon livre, d'être un bon livre dans la bonne Voilà, littérature? je vous explique. Je pense qu'un livre, il est bon. Il y a d'abord le titre qui accroche. Parce que lorsque les gens vont en librairie, ils regardent d'abord le titre. Il y a le résumé, d'abord il y a l'histoire, et puis il y a l'intrigue, le dénouement. Voilà des éléments qui accrochent le lecteur. Voilà, c'est très très important. Et puis il y a aussi le style d'écriture aussi. Vous comprenez? Il y a aussi le style d'écriture qui accroche. Comment devrait être le style d'écriture d'un bon écrivain? Moi je pense qu'il faut écrire simplement, sujet, verbe, complément, avec un style simple. Il faut écrire simplement. Alors, pas forcément de la littérature hermétique, parce que lorsque vous écrivez, il faut que les gens arrivent à vous lire. Si on vous écoute, Proust n'est pas un bon écrivain. Qui ça? Non, je n'ai pas dit ça. Vous m'avez demandé, je vais vous donner les 3 caractéristiques. Quand les gens vont en librairie, c'est le titre qui les accroche. Vous voyez. Même que ce soit le cinéma, quand vous allez regarder un film américain, c'est le titre qui vous accroche. Il y a d'abord le titre. Il y a d'abord l'histoire. Quand les gens vont en librairie, ils regardent le titre, après ils regardent le résumé. Est-ce que vous comprenez? Moi, par exemple, ce livre a été proposé à Editora Brunsmack au Brésil pour le faire traduire. Et je voudrais saluer Mme Marie Goncalves qui a traduit le livre en portugais au Brésil. Et quand elle a lu, elle a dit, mais les grossesses scolaires, telles qu'elles expliquées, on le vit au Brésil. Elle m'a dit, on va le traduire. Et Dieu merci, il a été traduit en portugais au Brésil. Et il y a 2 mois, il a été traduit en espagnol en Espagne, ce qui donne El Hijo Maldito. Voilà. C'est-à-dire que le livre doit être universel. Il ne faut pas écrire un livre qui ne parle que de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand le portugais le lit, il se retrouve dedans. Et il y a aussi l'intrigue, le dénouement.
Alors tout cela permet de créer, donc d'écrire un très bon livre et de s'inscrire dans la bonne littérature. Je vais laisser le soin aux différents lecteurs et lectrices d'entre les lignes, voire aux écrivains, de se prononcer sur cette question. Moi, je vais vous dire merci. Je voudrais terminer en saluant la mémoire de ma mère, parce que ça a été son vœu que je devienne écrivain comme son frère. Et ça, c'est depuis la classe de CM2. Et elle est décédée le 18 décembre 2023, à l'âge de 81 ans. C'est ça, condoléances. Voilà, je voudrais saluer sa mémoire. Et je pense qu'elle voulait que je devienne comme son frère, mais je pense que je vais faire mieux que son frère. Inch'Allah. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup déjà pour cette belle carrière que vous poursuivez, bien entendu. Merci Seydou Koné d'être venu nous parler du Fils maudit, cette pièce de théâtre que vous écrivez, la 3e. Merci. On espère que ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'espère que les élèves des lycées ivoiriens en ont pris de la graine et ont apprécié cette émission qui a reçu aujourd'hui Seydou Koné qui nous a parlé du Fils maudit, une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de Tiago, on l'a dit. N'oubliez pas, il y a du slam tout à l'heure, mais comme toujours, je vous le dis, lire des livres, des livres. Waka buton zwe nou kati manjwe. A jous nan me klosu be klo aba sengo poko an be mon bia. Li ke kou le ble, nsi ke chen jwe la fi nou fite. I sorti mami. Nan soukou. Oh ma body, come look ondoli, mama no, kundog mala, banu bainel biba oh, no yam kunto, kabe. Nuit et jour, elle crie sur tous les toits. Des montagnes aux savanes, tous entendent sa voix. Des forêts aux lagunes, tous la voient. Assise à l'ombre d'un arbre sans feuillage, elle pleure ses fils qui se perdent sur le rivage. Chaque jour, elle se baigne de ses larmes. Ses pleurs sont une sonnette d'alarme. Elle représente de l'or, mais préoccupée par dehors, ses fils ne la voient pas et ils courent tous vers le trépas. Ils la traitent de sorcière et veulent la voir sous terre. Le cœur meurtri, elle n'a d'autre choix que de se taire. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Quel que soit là où il s'en ira, un jour, il reviendra. Il sortit mami, dans soukou. Oh, kundagu malang mamno, malkum ni adia, kobe o, inelima o no yama, kobe. Le visage plein de rides, le cœur perfide mais plein de certitude. Elle pleure la solitude. Elle les regarde se perdre sans mot dire, car ouvrir la bouche serait les maudire. De Sundiata Keita à Ablapoku, de Zokugbeli à Oufoueboigny, ils t'ont tous oublié. Ils cherchent leur bonheur là où il ne faut pas et se plaignent chaque fois qu'ils font un faux pas. Et pendant ce temps, ma langue, mon origine, mon identité, celle pour qui je réclame le droit d'être un être humain, celle pour qui je réclame le droit d'être un Africain, est assise là, à l'ombre de cet arbre sans feuillage, et elle pleure. Papa ne parle plus sa langue avec maman, et maman ne parle plus sa langue avec papa. Papa et maman ne parlent plus leur langue avec leurs enfants, c'est pourquoi leurs enfants ont abandonné leur langue là, à l'ombre de cet arbre sans feuillage, et elle pleure.
De leurs écoles, ils l'ont chassée. De leur maison, ils l'ont chassée. De leur continent, ils veulent la chasser. C'est pourquoi ils l'ont abandonnée là, à l'ombre de cet arbre sans feuillage. Et elle pleure. Elle pleure la disparition du Lingala, la disparition du Bambara, la disparition du Swahili, la disparition du Guéré, du Bété, du Baoulé. Oui, nos langues sont assises là, à l'ombre de cet arbre sans feuillage. Et elles pleurent. Elles pleurent et elles espèrent qu'un jour nous viendrons les chercher là où nous les avons abandonnées. Parce que la première culture d'un être humain, c'est sa langue. Et nos langues sont assises là, à l'ombre de cet arbre sans feuillage. Et elles pleurent.